Belle maman, pas de dessert, hein? Ah mais si, Paul, je peux me le permettre, moi. Bah comment ça? Mais j'ai mesuré ma glycémie avant repas avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus et je sais où j'en suis. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Rassurez-vous, Paul, les poignées d'amour vous vont à ravir. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Dans la libre antenne pour 2 heures en direct avec nous et avec vous-même. Une émission dans laquelle nous trouvons des réponses à vos questionnements. Répondre, c'est choisir consciemment notre attitude face aux événements qui nous arrivent. C'est prendre la responsabilité de ses ressentis et de ses émotions. C'est écouter ce qui se déroule à l'intérieur de nous sans le projeter à l'extérieur sur les autres et décider quelle action poser. Une réponse diffère radicalement d'une réaction. Car lorsque nous sommes dans la réaction, nous agissons par rapport à la perception que nous avons que quelque chose est en train de nous arriver. C'est une attitude inconsciente qui dirige notre énergie vers le monde extérieur afin de nous défendre ou d'attaquer et dans le même temps de contrôler ce qui nous arrive. Réagir aux personnes et aux circonstances nous enlève la possibilité de considérer le moment présent et de tirer un enseignement de ce qui nous arrive, puisque nous projetons à l'extérieur de nous-mêmes et sur les autres des événements qui nous touchent. Alors je vous invite ici, dans cette émission, à transformer vos réactions en réponses. Quentin et Corentin, eux, vous répondent au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui veille au bon déroulement de l'émission. Moi, je vous amène à prêter attention à vous-même. 7 39 21 précédé du mot nuit pour vos SMS, autant de petits repères dans la nuit. Nous prenons soin de vous au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Paola. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour. Oui, vous vouliez parler, je crois, d'une séparation un peu difficile, oui, c'est ça? Oui. Et je ne sais pas par quoi commencer, en fait. Oui. Elle date de quand, cette séparation? Disons qu'elle date au moins de 2012, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait revenir et repartir la personne. Ouais. Donc, ce qui, je pense, complique un peu plus les choses. Et là, elle est partie encore, il y a maintenant peut-être un mois de la maison. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi un enfant avec ces personnes-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous a mis dans un souci financier. Et pour me sortir de cette situation-là, j'étais obligée de lui dire de partir parce que sinon, il nous aurait mis un peu dans le caca parce que quelque part, il n'était pas en sorte de nous sortir de cette situation. Donc, je lui ai demandé de partir, quoi. Ah oui, c'est lui qui vous a mis, vous dites, dans une situation compliquée, mais il ne faisait rien pour vous en sortir, c'est ça? Voilà. Donc je lui ai laissé quand même pas mal de chance, etc. Et à un moment donné, moi, j'ai dû dire stop pour pas que tout le monde s'écroule, quoi. Parce que j'avais quand même 2 grands enfants aussi, donc plus le petit, donc voilà, quoi. Donc j'ai fait le choix de le dire de partir, mais ayant encore des sentiments pour lui, quoi. Qu'est-ce qui est difficile? Donc peut-être est-ce que j'assume pas, je sais pas, ou c'est à chaque fois qu'il y a des allers-retours là, comme vous dites. Oui. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est toujours le même scénario qui se joue? La culpabilité de l'avoir mis quelque part à la porte, quoi. C'est lui qui revient à chaque fois, ou c'est vous qui allez le rechercher? C'est lui qui revenait et des fois c'est moi qui demandais de revenir, quoi. Donc c'est vraiment compliqué comme histoire, quoi.
Et oui. au final, c'est en plus moi qui sortais tout le temps les situations compliquées en fait. Comme il y avait des soucis financiers, j'essayais quand même de l'en sortir, mais au final, ça ne marchait pas parce qu'ils faisaient pas les choses pour que ça aille au mieux, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, ces problèmes d'argent sont récurrents entre vous? Oui, et ils le Oui. sont encore, quoi, parce que là, il est toujours, du coup, là, il est pas à la maison. Et moi, j'ai pas envie non plus de le faire revenir à la maison parce qu'il est toujours son travail, puis il fait pas en sorte de sortir de ses soucis financiers, quoi. Et ça, De lui-même, quoi. ça a démarré comme ça, la première séparation? C'est toujours un peu à cause de la même raison? À cause de l'argent, ouais. À cause de Enfin, l'argent et... travaille, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que il se prend pas en main, Voilà, tout à fait. Voilà. Il cherche pas du travail. Il compte beaucoup sur vous, vous avez ce je pense, sentiment? oui. Je pense. Donc, moi, à un moment donné, moi-même, et aussi par de mon entourage, j'ai essayé de dire stop à ça, mais et du coup, quand je fais stop à ça, il donne plus de nouvelles, etc., quoi. Et le souci, c'est qu'il y a un enfant et c'est un peu embêtant. Oui, je comprends. Parce que du coup, un coup on le voit, un coup on le voit pas, et c'est un peu du genre à vraiment plus donner de nouvelles du tout, quoi. Oui. Sauf si je lui cours après, mais je veux plus marcher dans ce système-là, quoi. Sinon, mais moi, ça me fait du mal parce que je sais que j'ai encore des sentiments, mais bon, excusez-moi. Ouais, vous êtes très très déçu, très très triste. Quand vous cherchez à renouer avec lui, c'est dans l'espoir. J'imagine que les choses se passent mieux. Mais au final, je pense que non, parce que les problèmes ne sont pas réglés, quoi. Oui. Et donc, est-ce que lui, de ce côté, il a vraiment envie aussi, ça se demander. Sinon, je pense qu'il donnerait des nouvelles aussi, etc., quoi. Enfin, Finalement, ça fait longtemps que vous attendez que, c'est ça, que ça avance, oui, que ça aille mieux. Donc, vous donnez une chance à chaque fois avec cet espoir-là, avec cette attente-là. Ouais. Oui. En gros, c'est ça. Oui. Et le pire, c'est que qu'il n'a pas été en plus honnête avec moi et à chaque fois je lui disais de partir parce qu'il voulait pas assumer ses responsabilités, etc. Ça finissait en insultes et puis pas des petites insultes, des petites, c'était vraiment des insultes. Très dégradantes, violentes, pour vous. quoi, dégradantes, violentes, alors que je faisais tout en sorte pour quand même l'aider, quoi. Mais au final, c'est quoi, Paola, faire tout pour l'aider? Parce que il a l'air de pas demander d'aide. C'est bien le problème, non? J'ai l'impression. Je sais pas, parce que quand je lui demandais de partir parce qu'il faisait pas ce qu'il fallait, il me disait je me retrouvais encore Il vous culpabilise. dehors, machin, etc. Oui, mais quand il est présent, est-ce qu'il est prêt à recevoir l'aide que vous souhaitez tant lui apporter? Il me dit que oui, mais bon... Et il se passe quoi? Lui ne vous fait pas de demande, en fait. Il ne vous demande rien. C'est vous qui souhaitez l'aider. Il a fait des sous-entendus Oui. Par exemple, là, comme pour moi, je pense qu'il a plein d'aides quelque part. Et pour lui, l'aide qu'il demande, c'est d'avoir au moins un toit et être avec nous en même temps. Mais est-ce que c'est pas juste pour pouvoir fuir ses dettes ou autre? Je sais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas vraiment de l'aide en tant que tel. C'est peut-être plus. Oui, c'est pas seulement un toit. Vous voulez dire que quand il est présent, il vous met en difficulté parce que en fait, il vit sur les finances de vous et de votre fils. Voilà, c'est ça, ouais. En plus, il s'implique pas vraiment parce que c'est le matin, je suis obligée de le lever parce qu'il se lève pas tout seul. Enfin, c'est des trucs pas normal en soi parce que il y a une famille, donc il faut quand même faire tourner la famille. Et puis lui, il vit comme si il était tout seul, etc. Il se couche tard, il se lève tard. Donc moi, forcément, je lui dis, dis donc. Alors au départ, je dis rien, puis après, à force que ça s'accumule, je fais, il faudrait peut-être aussi te responsabiliser, te lever tout seul, etc. Quoi, et pas te coucher trop tard, si t'arrives pas. Enfin, après, du coup, ça finit à faire un peu le rôle de la mère, c'est un peu embêtant. Quoi. C'est ce que j'allais vous dire, bien sûr, Paola, c'est embêtant. Et puis, plus vous voulez pour lui, moins il veut lui pour lui-même.
C'est toujours la problématique quand on veut quelquefois trop le bien d'une personne qui elle-même n'est pas prête à faire sa part à elle, et voire à vous demander des choses un peu précises, c'est-à-dire faire des choses et puis dire là je sais pas et j'aurais besoin de ton aide. Mais là, comme il n'y a pas de demande, vous êtes plutôt en mode sauvetage, et dans le sauvetage, lui se sent en plus un peu impuissant. C'est plus vous lui dites de faire, et plus lui se sent impuissant à faire. Plus vous êtes responsable de qu'il s'en sorte, moins il est responsable de s'en sortir. Donc en fait, il faut presque le laisser comme ça. Ce serait bien qu'il ait un sursaut pour comprendre que s'il souhaite effectivement, et peut-être que c'est ça que vous pourriez lui dire, c'est que bien sûr que vous souhaitez une famille, enfin un couple, enfin quelque chose de serein et d'uni, mais que tant que il vous donne pas à la fois le sentiment et la preuve de sa capacité de faire. Par contre, ce qui reste important, c'est que vous puissiez croire en sa capacité. Il a peut-être besoin de ça, en fait. Ouais, mais et quand on doute du coup sur ses capacités, parce qu'à force de faire bien croire, sûr, qu'il ne sait pas faire, et que du coup ça se fait pas et que c'est pas évident, quoi. Oui, vous avez raison. Il fait des coups de Trafalgar, du coup assez souvent, et du coup on sait plus trop. En fait, il montre qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne veut pas faire, donc il empêche aussi de créer la confiance. C'est ça, quoi. Donc vous voyez, c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis il y a quand même, vous parlez d'insultes, et ça c'est pas tolérable. Non. Vous n'avez pas à vous laisser insulter, surtout devant votre enfant, ou en tout cas en tant que mère de son fils. Peut-être qu'aussi vous avez, bien sûr, parce que vous pensiez faire bien et que ça aiderait, laisser beaucoup de place. Vous avez mis beaucoup de volonté, vous. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes si triste aujourd'hui. Oui, parce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour faire en sorte que. Mais oui, pour que ça marche. Mieux, mais oui, bien sûr. Mais quand on dépense beaucoup d'énergie pour l'autre, et qu'en plus l'autre n'en veut pas, c'est effectivement à la fois épuisant, décevant, triste, et ça ne permet finalement pas à l'autre d'avancer. Et pourquoi l'autre du coup ne veut pas à ce moment-là, c'est quoi le truc qui cloche, parce que il se sent déresponsabilisé. C'est qui veut, et apparemment oui, non. mais dans l'interaction, dans l'énergie, si vous mettez toute l'énergie à sa place, lui se sent déresponsabilisé et incapable. En fait, quand on est dans le sauvetage, le signal qu'on donne en fait à l'autre, c'est tu n'es pas capable de faire sans moi. Donc il dit non, bien sûr, c'est vrai, je suis pas capable sans toi. Mais après, il vous en veut, il vous agresse, il est furieux contre lui, mais comme c'est toujours douloureux d'être furieux contre soi, il est furieux contre vous. Vous êtes furieuse contre lui parce que vous dites, après tout ce que je fais pour toi, t'es vraiment pas capable d'eux. Et ça devient un grand malentendu. Donc pour rééquilibrer, pour retrouver quelque chose de plus adulte dans la relation, c'est éventuellement de lui dire... moi j'ai essayé de te montrer que j'étais là pour toi, peut-être trop d'ailleurs, et que j'ai besoin, et je te crois capable d'eux, donc invitez-le à faire quelque chose de bien pour lui, et du coup s'il fait quelque chose de bien pour lui, c'est bien pour vous. Dès qu'il va faire quelque chose de constructif pour lui et qu'il va s'en sentir capable, c'est là que la violence va un peu s'amenuiser, parce que la violence c'est le signe de l'impuissance. Oui, tout à fait, sûrement. Oui. Oui. Là, vous avez plus, parce que vous avez plus de contact. Comment là, ça se passe? Là, j'ai plus de contact parce qu'en fait, j'en avais encore il y a maintenant peut-être il y a 3 semaines, un truc comme ça, bientôt 3 semaines, et sauf que il répondait quand il a envie, donc puis comme il a des soucis financiers, donc il peut pas avoir un téléphone en permanence, mais on communiquait par mail, et un jour je lui demandais pourquoi il répondait pas à mon mail, etc., et donc rien. Et c'est un peu ça, c'est un peu laisser dans le flou tout le temps aussi, donc il va contacter, après quand je réponds par exemple avec genre alors tu es en
recherche du travail, par exemple. Là, en ce moment, c'est en plein dedans, donc je lui demande tu en es où. Donc, du coup, il répond même pas à ma question, puis il donne pas de nouvelles. Comme si... alors que c'est positif, quoi. Je lui demande s'il fait des bonnes démarches. Alors, c'est positif et à la fois, là encore, vous donnez un signal un peu maternel. Alors que c'est un adulte, c'est à lui de s'occuper, de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un toit. C'est lui qui doit être un grand garçon. Donc, si vous lui mettez la pression, il s'infantilise dans la relation. Donc voilà, dites-lui que, donnez-lui cette capacité de le faire, mais ne lui dites pas t'en es où, parce que c'est pas votre fils, c'est pas un enfant. C'est sûr. Non, mais après quelque part, moi ça peut me rassurer après dans le sens où bien sûr, donne quelque chose de positif, du coup après ça s'enchaîne et puis voilà quoi. Que là du coup il laisse dans le flou, il répond pas en plus et au final, du coup, il y a le temps qui passe, il n'y a pas de nouvelles, etc., comme d'habitude, quoi. Et voilà, quoi. Oui, et vous sacrifiez un peu votre bien-être au nom de l'aide que vous lui apportez. Oui. Ouais. Si, parce que je me posais la question de savoir, du coup, qu'est-ce qu'il fait, machin. Est-ce qu'il est vraiment encore dans un souci en plus ou autre, ou pas, ou pas du tout. Toujours inquiète presque comme une maman, là. Ce serait bien que vous ayez un peu plus le souci de vous, Paola, parce que en ayant le souci... C'est ce que j'essaie de faire en ce moment, là, mais bon, c'est pas... Mais je fais deux, quoi. De quelle façon, de quelle façon, quand vous dites j'essaye de le faire, c'est pas évident? Là, parce que là, professionnellement, j'occupe de moi, parce que là, je suis en train de faire une formation, donc je suis dedans. Oui, super. Puis, comme j'ai aussi les enfants derrière, donc je suis obligée quand même de... Ils sont là. Oui. Donc, mais j'ai aussi l'autre côté qui est encore là, me poser des questions. Est-ce que cette histoire c'est vraiment fini? Est-ce que c'est pas fini? Parce que c'est pareil, il me laisse dans un flou dans le sens où il dit rien. Stop, c'est fini, pas stop, machin. C'est comme ça, quoi. Mais aider l'autre pour que vous vous sentiez mieux, c'est ni bénéfique pour lui ni bénéfique pour vous. Donc centrez-vous sur vous-même en termes d'énergie, de ce qu'il y a à faire pour votre famille, et essayez de développer un petit peu de confiance. Un petit peu de confiance d'abord en vous, et puis un petit peu de confiance en lui également. Ouais, qui est difficile parce que je crois que du coup c'est la confiance envers lui, je l'ai perdue avec quelques petits trucs, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais oui, parce que tout a été fait pour prouver qu'il était incapable. Mais lui-même, vous avez raison, il se donne pas la possibilité de le montrer. Mais tant que vous êtes là sur son dos, c'est vous qui portez la responsabilité qu'il ne fait rien. D'accord. Il peut se dédouaner complètement. C'est vous qui êtes inquiète. C'est vous qui prenez des nouvelles. C'est vous, donc il sait que vous êtes là pour vous inquiéter pour lui. Il a même plus besoin de s'inquiéter pour lui-même. Enfin, je pousse le raisonnement, Parce qu'à chaque fois, vous êtes là pour prendre des nouvelles, t'en es où? Donc peut-être que vous pourriez lui envoyer un mail en lui disant que vous avez réalisé que c'est peut-être pas une bonne idée, d'être là à le pousser, que vous avez envie de lui faire confiance, que ça prendra le temps que ça prendra, que vous faites votre formation, vous occupez des enfants, et que s'il a envie d'avancer, la balle est dans son camp. Mais en même temps, ce qui pose aussi problème, c'est, vous avez quand même parlé d'insultes. Il est donc un peu violent avec vous. Il se comporte pas bien avec vous. Mais tout ça, c'est le même tableau, C'est-à-dire que vous perdez le respect de vous-même aussi, et que lui se permet des choses vis-à-vis de vous parce que c'est vous qui portez tout. Il faudra que si la relation et si ça avance, si lui fait quelque chose, que si vous deviez vous retrouver ou reprendre quoi que ce soit, c'est mettre vous vos conditions. C'est-à-dire que l'insulte, c'est juste pas possible. C'est pas autorisé. Vous ne devez pas accepter ça pour vous. Non, mais oui, tout à fait. Oui. Surtout que moi, ça n'a jamais été mon cas envers lui, quoi. C'est vraiment, même dans des disputes, jamais. Mais quelle que soit la personne ne mérite des insultes. Donc on ne doit pas les recevoir d'une certaine manière. C'est-à-dire que si elles sont proférées, c'est non, c'est retour à l'envoyeur. Je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton. Donc vous coupez court immédiatement. En essayant de garder votre calme, ce serait idéal, mais bon.
Oui. Parce que c'est contre lui qu'il est en colère. Hein, quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui vous insulte, il est coincé dans sa propre violence, sa propre colère. Oui, vous êtes le destinataire, mais il l'envoie à l'extérieur de lui-même parce qu'il n'arrive plus à rien gérer du tout à l'intérieur de lui. Donc vous êtes là et c'est sur vous et voilà, il projette en fait. Donc il est bien un peu dans le sens de la petite introduction que j'ai faite, c'est-à-dire que lui réagit, il est constamment en réaction. Il ne répond pas, il ne donne aucune réponse dans la vie, puisqu'il ne prend pas conscience ou il ne prend pas la responsabilité de ses actes, de ses actions, y compris dans le travail, y compris de prendre son envol, d'être indépendant, d'être dans l'autonomie. Donc en fait, sa façon d'être dans la vie, c'est de la réaction constante. Donc soit de se défendre, soit d'attaquer. Et vous, du coup, vous êtes coincé là-dedans, vous réagissez à lui. C'est pour ça que vous êtes tout le temps en train de vous inquiéter. Répondez, c'est-à-dire faites un choix. Et le choix, en conscience, vous allez vous dire qu'est-ce que je décide, voilà, de faire, comment lui parler, et qu'est-ce que maintenant je vais décider qui va me convenir à moi et dans lequel je vais me sentir mieux. D'accord. Il faut que vous repreniez de la ressource, là, Paola. Oui. Ça vous a épuisé, hein, vous n'avez plus d'énergie pour vous. Hein, quand on a dépensé, on va reprendre de l'argent. Lui dépense peut-être l'argent, mais vous dépensez votre énergie pendant ce temps-là. Et l'argent, c'est aussi de l'énergie. Hein, donc il vous prend toute votre énergie. Et une chose, vous pensez que ça peut jouer en fait, on a 15 ans de différence d'âge, c'est moi qui suis plus âgée. Ça peut jouer aussi ou Jouer dans quel sens? Qu'est-ce que vous imaginez quand vous dites ça? Je sais pas, est-ce que ça peut être une réaction de sa part, le fait qu'il y a un décalage de 15 ans, ou non Enfin, moi je me dis qu'il y a des gens où ça se passe très bien, donc je me dis que non, mais est-ce que dans son cas, il y a un truc qui fait que... Peut-être dans votre relation à tous les deux, vous un petit peu maternante pour être aidante, et dans votre rôle de maman que vous connaissez par ailleurs, puisque vous me dites que vous avez aussi des grands-enfants, et lui dans un comportement un peu infantile, un peu adolescent, entre l'adulte et l'adolescent, qui se laisse porter. Donc c'est là où effectivement on change jamais l'autre, mais en se changeant soi-même et en changeant les tenants et les aboutissants de la relation, lui du coup peut être amené à modifier son comportement envers vous. Donc, ce qui est peut-être effectivement que l'âge a augmenté ce déséquilibre-là, ou l'a favorisé, voilà, ou l'a favorisé. Donc, si vous avez conscience de ça, à ce moment-là, c'est de décider en conscience, donc de répondre et de ne pas réagir à son comportement. Parce que quand vous êtes, est-ce que tu as trouvé du travail, etc., c'est de la réaction. Bien comprendre que c'est un adulte que vous allez lui rendre service si vous l'amenez à se prendre en main. Et donc, dans votre comportement, vos propos, votre façon de s'adresser à lui, de l'inviter dans la capacité qu'il a d'adulte. Il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Et de lui donner pas la confiance, parce qu'on dit que j'ai plus confiance, c'est d'essayer de croire. S'il y a quelque chose auquel vous pourriez tenter de croire, c'est sa capacité, parce qu'elle est de toute façon là, puisque chacun là. Parce qu'il y a des choses quand il est décidé, il le fait quoi. Oui, bien sûr. Ça le pire, et puis il y a des trucs, c'est ça qui est bizarre, parce qu'il y a des trucs c'est à fond, puis à un moment donné c'est carrément l'inverse. Alors du coup. Il passe quoi Justement, alors pointer le positif et pointer ce qui justement sait faire, ce qui prouve qu'effectivement des capacités il en a. Bonne chance à vous, Paola. Merci. Juste un peu à rééquilibrer. Votre équipe bien sympathique. Merci de votre appel. Au revoir, Paola. Au revoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir dans l'émission. Bienvenue. Alors je vous appelle parce que j'ai des crises d'angoisse depuis, je dirais, 25 ans à peu près. J'ai 48 ans. Et ces crises d'angoisse me prennent une énergie et un temps complètement fou. Oui, bien sûr. Et bizarrement, elles arrivent toujours dans des moments de ma vie où tout va bien, comme si je m'empêchais d'aller bien et que
et que je cherchais une raison d'aller pas bien. Comme si vous aviez peur de perdre le contrôle pour une fois que tout va bien. Ouais, peut-être. C'est l'histoire de contrôle, hein, les crises d'angoisse. Ouais. Donc là, je suis dans une crise. Oui, en ce moment. Oui. Donc je vais vous l'expliquer, comme ça vous allez comprendre le processus. Je suis partie en vacances jeudi. Donc tout allait bien, j'ai pris ma voiture, j'étais contente de partir, il faisait beau, donc je partais pour la mer. Et à la radio, j'ai entendu qu'il y aurait peut-être des orages dans la ville où j'habite. Donc là, tout de suite, tac, petite crise d'angoisse. Je me suis, alors j'étais déjà à 100 km de mon domicile, et donc dans ma tête, je me suis dit, ma Livebox est allumée, si jamais il y a un orage, ça va cramer ta Livebox. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai refait les 100 km pour aller éteindre ma Livebox. Après, j'ai eu des tocs, parce que j'ai aussi des tocs. J'ai mis près d'une demi-heure à vérifier je ne sais combien de fois que j'avais bien fermé ma porte. Donc je suis repartie en me disant, bon, cette fois-ci, la porte est bien fermée, la Livebox est éteinte, ça va aller. Et puis sur le chemin, je me suis dit, une autre crise d'angoisse est arrivée, ça a été, je vais me faire cambrioler. Et j'ai focalisé sur 2 objets particuliers que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, c'est sûr, je vais me faire cambrioler et on va me voler ces 2 objets. Et là, depuis que je suis arrivée sur mon lieu de vacances, ça tourne dans ma tête tout le temps. Je vais me faire cambrioler. Et ça me prend, je dirais que ça me prend la moitié de la journée, essayer de me calmer, de faire des recherches sur Internet pour voir comment font les cambrioleurs pour cambrioler. Et donc, j'arrive pas à profiter de mes vacances, alors que au départ, je partais, j'étais contente. Et c'est vrai qu'à chaque fois que ça m'arrive dans ma vie, c'est comme ça, c'est comme s'il y avait un radar dans ma tête où je me dis, bon là, tout va bien, tu vas pouvoir te détendre, et tac, je vais inventer un truc qui va m'angoisser. Et après, c'est parti, ça tourne et ça tourne. Alors, j'ai fait 10 ans de psychanalyse parce que j'ai une famille un peu compliquée. J'ai perdu ma petite sœur il y a 5 ans qui s'est suicidée. J'ai fait également une thérapie comportementale justement pour ces crises d'angoisse et les tocs. Et ça m'a pas vraiment aidée. Et qu'est-ce que vous avez compris au cours de ce travail sur vous-même, que ce soit justement en comportemental ou en analyse? Bon, alors j'ai compris d'où viennent les crises d'angoisse. Ça, c'est familial. C'est familial. Oui. Ouais, il y a tout un passé. Ma maman est une personne angoissée. Mon grand-père était très angoissé, a fait de l'hôpital psychiatrique. Sa mère aussi était très angoissée. En tout cas, il y a un terrain. Il y a un terrain. D'accord, il y a un terrain. Ce qui ne veut pas dire que vous, obligatoirement, vous soyez condamné à subir ce terrain-là. Hein? Mais c'est ce que je me dis depuis tout le temps que je travaille là-dessus. Oui. Et là, j'ai 48 ans et je me dis, mais c'est pas possible, ça va continuer jusqu'à la fin de mes jours. Mais vous avez compris le fond du mécanisme? À quoi elles servent? Est-ce que vous avez compris à quoi elles vous servent, ces crises d'angoisse? Est-ce qu'elles vous sont utiles? Gâcher la vie. Oui, mais plus malin que ça. Parce que non, elles ne vous servent pas à vous gâcher la vie, elles servent à essayer de faire quelque chose de bien pour vous. Est-ce que vous savez quoi? De bien pour moi? Oui. On ne cherche pas à vous gâcher la vie, on ne cherche pas à se gâcher la vie. Les êtres humains ne font pas les choses, vous vous rendez compte, on n'est pas là à chercher à faire des choses pour se gâcher la vie. Ouais. Si vous avez ce comportement, c'est qu'il a une utilité. Et j'essaie de tout contrôler en fait. Voilà. Quand je vais bien, il faut que tout aille bien. Voilà. Quand vous racontez que vous faites demi-tour pour la Livebox, l'orage, quand vous parlez vous allez sur Internet voir comment font les cambrioleurs, etc. Ce qui vous angoisse, c'est tout ce que vous imaginez ne pas pouvoir contrôler. Ouais. Et de fait, vous ne pouvez pas le contrôler. Et votre angoisse cherche à vous protéger pour vous dire mais si tente de contrôler quelque chose qui est insupportable, d'imaginer que je ne pourrais pas contrôler.
Non, mais c'est sans fin, en fait, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Bien sûr, vous le dites là vous-même, bien sûr qu'on ne peut pas. Et on ne contrôle même pas grand-chose. Alors, est-ce que quand vous êtes dans ces moments-là, est-ce que vous arrivez à vous dire, mais qu'est-ce qui se passerait au final ? C'est-à-dire, est-ce si grave ? Est-ce si grave d'avoir laissé la livebox et que l'orage, c'est si grave ? Dans ces moments-là, c'est très grave. Ouais, dans ces moments-là, parce que ça vous met en faute. Parce que ça vous met en faute. Oui, vous parlez du suicide de votre petite sœur. Est-ce que ça a augmenté, j'imagine, les crises d'angoisse depuis ? Juste après sa mort, j'avais énormément de TOC. Ouais. Mais les crises d'angoisse, elles arrivent quand je vais bien. Et j'ai fait plusieurs dépressions depuis qu'elle est décédée. Et donc, quand ça va pas bien, j'ai pas de crise d'angoisse. Hein. C'est uniquement quand je vais bien. Donc là, mon deuil a avancé, ça va un peu mieux. Il y avait ses vacances, donc là, mais quand vous allez bien, les peurs se lèvent parce que c'est un état incertain pour vous d'aller bien, puisque quand vous allez bien, vous redoutez que ça aille mal. Ouais. Donc du coup, la crise d'angoisse attire comme une énergie négative pour vous mettre en mal-être, qui est un état que vous connaissez très très bien, celui-là. Ouais, mais alors ça, que l'état de bien-être, vous le connaissez beaucoup moins bien. Ouais. Et il n'est pas stable parce qu'il est inconfortable pour vous. Pour vous, c'est quasi pas l'état naturel. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai mis en évidence avec l'analyse. Oui. Mais malgré ça, je comprends le mécanisme. C'est un peu comme la jeune femme hier qui avait des crises de... Je sais plus de... Elle avait l'impression d'être abandonnée. Et elle disait qu'elle avait compris le mécanisme. Oui. Mais malgré ça, voilà. Eh bien, ça continue à arriver. Je ne sais pas quoi faire. Oui, et justement, alors maintenant que vous avez, et ça déjà c'est un point important dont je voulais m'assurer que vous avez compris le mécanisme. Sur le plan, vous dites que vous avez fait justement des séances en thérapie cognitivo-comportementale. Vous avez travaillé sur les émotions ressenties, sur tout ce qui se passe au cours d'une crise à l'intérieur de votre corps, le mélange de sentiments, de pensées. Ouais, j'avais des exercices à faire. J'avais analysé chaque TOC, chaque crise, et puis après on faisait une sorte de compte rendu avec mon thérapeute. Et puis il y avait des techniques comme crier stop ou le faire dans sa tête, crier stop dans sa tête quand l'angoisse monte comme ça. Mais ça, j'essaie de le faire et ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes dans des phases où vous allez bien, quels sont les éléments que vous avez repérés dans cette expérience d'aller bien, puisque tant mieux vous la connaissez. Qu'est-ce qui vous rassure dans ces moments-là ? Qu'est-ce que vous vous dites quelque chose qui vous rassure ? Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Allô ? Oui, c'est là. Ouais. Ah, d'accord. Vous entendez un grand souffle, ouais. Qu'est-ce qui me rassure quand je vais bien ? C'est très... Est-ce que vous avez repéré tous les éléments qui, quand vous allez bien, sont des éléments rassurants ? Parce que si vous allez bien, c'est que vous êtes rassuré. Vous n'êtes plus en état d'inquiétude. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous ? C'est important. C'est important de savoir, bien sûr, quand ça fonctionne pas bien, mais souvent on est très très savant sur la partie aller mal, mais sur la partie aller bien, on est un peu moins savant. On s'y intéresse moins. Et pourtant, la ressource, elle est là. Dans la connaissance que vous avez de vous-même. Ouais, déjà, avoir du travail, c'est important pour moi parce que je suis en freelance et donc... c'est assez aléatoire, donc en ce moment j'en ai, donc ça me rassure. Mais ça vous le devez rien qu'à vous, hein. Et vous en avez conscience, ça vous ne le devez qu'à vous, surtout quand on est en freelance. Super. Ouais. Donc ça c'est une ressource, ça c'est une capacité que vous avez. Oui. Après... Sur le plan sentimental, je sais pas, là il y a Louis qui demande si vous êtes... en couple et non, si je suis vous seule. Réussissez malgré votre anxiété. Et vous avez déjà eu des périodes à deux ? Oui. Et il y en a plusieurs qui se sont terminées parce que la personne justement ne comprenait pas ces crises d'angoisse et n'arrivait pas
à m'aider. Et donc, par exaspération, elle me quittait. Ben non, elle ne peut pas vous aider. Il n'y a que vous qui pouvez, pouvez vous aider. Je comprends que c'est complètement insupportable pour la personne qui vit à côté de quelqu'un qui est comme ça. D'ailleurs, mon père a quitté ma mère, je pense, en partie parce qu'elle avait ce type de comportement. Et vous pensez que vous rejouez quelque chose de l'histoire de votre mère, Valérie ? Ouais. Qu'il y a un lien très fort entre votre mère et vous ? Il n'y a pas un lien très fort. Enfin, le lien s'est resserré depuis le décès de ma petite sœur. Ouais. Mais moi, mon but, en fait, c'est de ne pas ressembler à ma mère. Et j'ai l'impression que la vie vous y ramène. Ouais. Ça, c'est intéressant, Valérie, parce que si vous mettez beaucoup, beaucoup d'énergie à ne pas lui ressembler, en fait, ça va créer tout l'inverse. Parce que plus vous avez peur, finalement, parce que si vous ne voulez pas lui ressembler, c'est que vous avez peur de lui ressembler. En tout cas, ressembler, vous avez peur de vivre ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit sur l'aspect psychologique. Sur l'aspect des angoisses. Parce bien sûr, j'ai bien compris. Il y a des traits de sa personnalité que j'admire. Oui. Elle a une force que je n'ai pas par rapport à d'autres choses. Enfin, bien sûr, mais sur l'aspect des angoisses. Ouais. Mais quand on redoute absolument, finalement, parce que c'est une peur d'avoir finalement, ce qu'a votre maman, d'avoir cet aspect-là dans votre vie, vous l'attirez. Ah bon ? Eh oui. Vous l'attirez parce que, en fait, vous essayez de fuir quelque chose qui va du coup s'imposer à vous au travers de votre peur. En fait, vous avez créé tout un système qui s'est renforcé avec le temps autour de ces crises qui à la fois sont, comme vous l'avez compris, les tentatives de contrôle, et puis également, j'ai tellement peur de lui ressembler qu'il faut surtout pas, et du coup je le suis. Puisque vous mettez beaucoup d'énergie à ne pas l'être. Et ça s'impose à vous. Ce serait important, Valérie, de travailler, mais vraiment sur le plan, je dis sentimental, du sentiment, j'ai le sentiment le ressenti, j'ai le sentiment profond, d'une part de ma capacité à vivre des périodes de bien-être de plus en plus longues, et puis quand je ressens très fortement ces crises-là, faire cet effort de conscience, pas de la crise elle-même, que votre énergie se mette pas à commencer à analyser ce qui est en train de se passer, mais que votre énergie se mette à l'accueillir pour lui donner toute sa place, parce que sinon vous la rejetez et elle s'impose. Quand vous avez peur, plus vous avez peur qu'elle s'impose et plus elle s'impose à vous. Oui. Donc ouvrez la porte, accueillez-la et ressentez-la dans votre corps. Là, par exemple, si on prend votre exemple de la voiture, et au moment où vous avez fait demi-tour, et donc vous avez été dans ce moment où il n'y avait pas d'autre choix que de faire demi-tour, et la fraction de seconde où vous décidez, il faut que j'y retourne, c'est plus fort que moi. Je prends juste vous arrêtez, et vous accueillez vraiment, mais dans votre corps, aussi désagréable que ce soit, cette angoisse, qu'elle vous pénètre, cette peur-là, pour qu'elle puisse se dissoudre émotionnellement. Que vous puissiez la dissoudre. Parce que comme vous l'écoutez avec votre mental, parce que ça c'est votre mental, c'est votre psychologie qui vous joue des tours. Votre mental, il est très très puissant. Et donc, comment est-ce que je fais pour l'accueillir ? Vraiment, c'est dans le corps. C'est-à-dire quand je vous dis, vous arrêtez la voiture, vous mettez, vos mains sur vos cuisses, vous commencez à respirer en continu, inspire, expire tranquillement, et à sentir ce qui se passe. Et donc, vous allez avoir une sensation sans doute d'étouffement, parce que la peur, ça donne ça physiquement, ou mal au ventre. Enfin, je sais pas où ça va se passer, ou mal à la tête, voilà. Et que vous puissiez vraiment accueillir, mais très concrètement, cette peur-là. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être qu'il y aura une sensation d'inconfort, mais moins que toute cette agitation pour essayer de vous en défaire. Imaginez que la crise d'angoisse, je vais vous prendre une image, soit un personnage, une espèce de, vous savez, comme dans les contes pour enfants, ces espèces de monstres, je sais pas, plein de poils tout verts, un peu gluants.
qui s'avance vers vous et qui cherche à vous étreindre. Et vous partez en courant. Donc vous vous agitez, vous cherchez à échapper. Mais en échappant, il est là, il court après vous et il s'impose à vous. Allez au contact. C'est-à-dire, allez à sa rencontre pour découvrir que c'est pas un monstre méchant qui va pas vous dévorer, que si ça se trouve il est gentil. Que ce que vous avez fabriqué, cette angoisse de monstre, et que plus vous tentez d'y échapper, plus il vous rattrape. Vous pouvez pas contrôler ça. Donc ce qu'on peut pas contrôler, accueillons-le. Et vous avez cette capacité intérieure qui est à l'intérieur de vous, parce que là, c'est pas l'extérieur que vous allez réussir à résoudre cette histoire-là. C'est entre vous et vous. Est-ce que là, vous entrevoyez un petit peu ce que je dis? J'entrevois, mais après, je m'imagine face au monstre et il va continuer à me faire peur, en fait. Et alors, je reprends mon... Super, c'est bien parce que l'image fonctionne, donc je reprends mon petit monstre, là. Tiens, regardez-vous le film Monstres et compagnie. Vous voyez ce film-là? Oui. C'est Pixar, je crois, c'est pas un Disney. Avec ces espèces de... Ils sont rigolos, ces monstres tout plucheux, là. Ils sont de couleur, il y en a un gros vert. Essayez de le regarder et vraiment de faire face pour que, à son contact, vous puissiez ressentir que mais j'ai plus peur, en fait, il fait plus peur. Parce que vous l'avez formé. C'est votre création. Le monstre, c'est bien vous qui l'avez créé. Donc si vous l'avez créé, vous avez aussi le pouvoir de refaire une autre créature, de changer, de transformer votre créature. Aujourd'hui, c'est une créature effrayante. Dans votre dessin animé à vous, c'est vraiment un monstre très très effrayant. À vous de le transformer, de le créer en monstre gentil. Parce que vous avez fait l'expérience du monstre méchant, et là, il y a quelque chose qui vient vers vous pour que vous en fassiez autre chose. Notre vie est effectivement sur Terre une somme d'expériences, mais aussi de création. Alors, je ne sais pas si en freelance vous êtes une créative, Valérie, vous faites de la création. Oui, je fais de la création. Super, génial. Alors formidable, parce que là, servez-vous de cette capacité, ce potentiel. On se crée, on se met au monde. Mettez-vous au monde comme vous mettez au monde vos dessins, vos illustrations, des objets peut-être. Voilà, maintenant c'est Valérie qui va être créative pour elle-même. Toutes les capacités que vous avez à l'extérieur de vous, que vous donnez aux autres, dont vous faites bénéficier les autres, puisque c'est votre talent et votre compétence, mais cette compétence, vous allez vous l'attribuer. Elle va être rien qu'à vous. Vous dessinez? Qu'est-ce que vous faites en création? Oui, je dessine, je fais de la maquette, je fais beaucoup de photos aussi, photomontage. Et si vous pourriez créer peut-être une petite maquette qui serait vos angoisses, vos crises d'angoisse? Ouais. Si vous la matérialisez? Ouais, peut-être. Pour la regarder, pour que vous puissiez avoir chez vous, dans un coin, faites l'objet qui va vous apparaître dans votre inspiration, qui sera peut-être, justement, vous allez peut-être le faire un peu effrayant, mais matérialisez-la, créez-la, et créez-en un autre qui va être la transformation de celui-là en autre chose qui va vous plaire. D'accord. Ok. Ouais, parce que là, en fait, je m'apprête à prendre la route dans l'autre sens pour aller prendre ces objets que j'ai peur qu'on me vole. Donc, mais j'ai peur que juste après, mon cerveau invente encore autre chose. Bien sûr. Vous êtes en vacances, il y a des balades, enfin vous marchez, c'est joli là où vous êtes? Oh oui, c'est magnifique. Bon, formidable. Allez marcher, profitez, connectez-vous à votre environnement, à la nature, prenez cette inspiration, lâchez ces contrôles d'objets. Et presque, alors est-ce que ce serait possible là, ensemble, si imaginez qu'effectivement on va aller dedans, que ces objets ne soient plus là,
Est-ce que votre vie est, j'allais dire, c'est dramatique pour vous, c'est épouvantable, c'est ennuyeux certes, c'est une grosse contrariété, mais qu'est-ce qui se passe dans le réel, si ça arrivait? Ce sont des objets auxquels je tiens, donc j'ai l'impression qu'on va me voler une partie de moi-même, en fait. Une partie de mon identité. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut aller chez vous, qui a les clés? Il y a le gardien. Mais en qui vous avez confiance, qui pourrait mettre en sécurité ces objets? Là, lui demander ça. C'est compliqué? Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et est-ce que ces objets et cette crainte valent suffisamment, j'allais dire, la peine de décourter le temps que vous vous octroyez, qui est un temps pour vous? Parce que là, il y a de l'ordre où vous allez vous punir des vacances que vous avez pris, du temps, de vous interdire ce que vous disiez au début, d'aller bien, comme une interdiction. Là, aujourd'hui, toute la journée, ça a été 1 minute comme ça. C'est non, tu restes là, tu profites. Et 10 minutes après, c'était non, il faut absolument que je résolve ça. Une fois que ce sera résolu, ça ira. Et mais vous savez que ça n'ira pas. Ouais, parce qu'après, je vais inventer un autre truc. Je vais inventer qu'on va me pirater mon compte en banque. J'en ai toute une panoplie comme ça de crises d'angoisse. C'est toujours à peu près les mêmes qui reviennent. Et là, pendant vos vacances, quand vous marchez, vous prenez l'air, votre mental arrive un peu à se calmer? Ou vous ne profitez pas du tout? Cet après-midi, je me suis baignée et là, j'ai réussi à lâcher prise. Très bien. Très bien. Vous êtes connecté à votre corps, à la sensation de l'eau, de la nage physique. Ouais. Vous voyez, là, vous avez repéré quelque chose qui fonctionne. C'est ça qu'il faut reproduire. Tous les éléments où vous sentez que vous faites une expérience bénéfique pour vous, que votre énergie, votre intention, votre attention se porte essentiellement là-dessus. D'accord, ouais. Ça, c'est très important, parce que si c'est juste, oui, ça m'a fait du bien, mais je le prends comme juste une fonction, non, c'est une ressource. C'est pas une conséquence, j'ai nagé, je vais mieux. C'est une ressource. J'identifie là que j'ai une ressource qui est très puissante pour moi. Donc toutes les ressources que vous identifiez qui visent à un mieux-être, il faut absolument, qu'elles prennent de plus en plus de place. Ouais. Donc c'est une quasi, j'ai envie de vous dire, une forme de discipline à vous imposer. Le mental, ça se discipline. Les pensées, ça se discipline. Ah ouais? Eh oui. Ça me paraît tellement impossible. Le mental, quand on lui donne toute la place, il la prend. C'est ce que vous faites, c'est ce qu'il fait. Ouais. Servez-vous de votre inspiration. Vous êtes une créative, quelle chance, Valérie. Votre intuition, votre créativité doivent absolument là vous porter. Faites confiance à votre métier, à votre talent. C'est lui qui va vous aider. Et votre corps aussi. Profitez bien de vos vacances. Merci beaucoup. Je vous le souhaite, vraiment. Merci. Et trouvez un peu de paix, un peu de sérénité. Je vous embrasse. J'espère. Moi aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Valérie. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous. Et en direct, une libre antenne dans laquelle on se connecte bien à soi, ce qui revient aussi à se connecter au monde environnant, mais à y prendre conscience de ce qui nous appartient. On s'y confie, on se questionne, on fait des liens entre ce que l'on vit et ce que l'on éprouve, ce que l'on pense et ce que l'on agit. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner
avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Karine. Bonsoir. Merci de m'accueillir dans votre émission. Bienvenue. Je suis assez stressée en fait parce que le sujet que je veux aborder me paraît très peu connu et assez tabou. Il s'agit de la phobie d'impulsion. Oui. Voilà, donc c'est pour moi difficile d'en parler parce que les fois où j'en ai parlé, ne serait-ce qu'à une amie, elle m'a dit t'es une meurtrière en puissance, alors c'est ça que tu me dis Enfin voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois ça a été reçu, à part dans le monde médical, heureusement, qui m'a beaucoup aidé. Oui. Heureusement, parce que sinon je crois que j'aurais craqué complètement. Oui, et que ça génère honte, culpabilité, donc on n'ose pas en parler à ses proches et on est très isolé. Parce que alors tout le monde, tous les auditeurs ne connaissent pas ce que c'est que la phobie d'impulsion. Je vous laisse nous l'expliquer. Oui, Karine. alors pour moi en tout cas, ça a commencé vers 10 ans. Oui. J'avais peur des couteaux, j'avais peur de poignarder ma mère. Oui. Après, j'avais peur de l'insulter ou des choses comme ça, des choses que j'avais pas envie de faire. Bien sûr. Mais qui me faisaient très très peur. En fait, j'avais peur de perdre le contrôle et de faire des choses comme ça qui me font peur, qui sont criminelles ou qui sont répréhensibles, en fait. Et après, ça s'est un petit peu atténué. Et alors là, à ma première grossesse, c'est réapparu de façon vraiment très forte sur ce petit bébé que j'attendais et qui était vulnérable et auquel je pouvais faire du mal. Voilà, ça a été vraiment très très compliqué. Donc j'ai dû être suivie de très près parce que j'étais très angoissée au bord du suicide, j'avoue, franchement. Oui, parce que vous vous sentez... En fait, ce qui est terrible dans ce qui vous arrive, c'est que vous vous sentez coupable de quelque chose que vous ne ferez jamais. Mais vous avez la culpabilité. Presque comme si vous l'aviez fait. Et en fait, cette sensation de ne plus se sentir maître de ses pensées, ça alimente les affects négatifs. Et du coup, ça met en place une spirale de dévalorisation, de manque de confiance en soi. Complètement. Et c'est ça ce que vous disiez, on peut pas en parler à ses proches. Non. Moi, j'ai essayé de dire à mes beaux-parents, j'ai besoin de vous parce qu'ils habitent proche de nous. Ouais. J'ai besoin de vous pour m'accueillir de temps en temps parce que j'ai peur d'être avec le bébé la nuit. Et je pouvais pas vraiment leur dire pourquoi, en fait. Je pouvais pas leur dire j'ai peur de lui faire du mal. Quoi. Oui, parce que vous aviez peur de passer pour quelqu'un d'effrayant. Ouais, alors que c'est entre vous et vous. Oui. C'est ça. Et c'est pour ça que... Et en fait, si vous voulez, quand on est sujet comme ça, comme vos phobies d'impulsion, souvent c'est que, et dites-moi si c'est ça que vous vivez, Karine, c'est que on va être tellement parfait qu'on ressent ces pensées négatives comme un signe de folie ou de perversion. Et du coup, vous vous en rendez coupable. Et tout le piège est là. Ouais, vouloir être parfaite, c'est tout à fait ça. Moi, à l'école, il fallait que j'ai les meilleures notes. Il fallait que toujours tout soit parfait. J'ai toujours, Et vraiment, c'est vraiment très difficile à vivre. Alors, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui comprennent ou qui ont vécu ça. Mais alors là, je suis en train de faire... Je vois bien sûr le monde médical beaucoup. J'ai été à la naissance de mon fils en unité mère-bébé qui m'a vraiment apporté un bien-être fou parce qu'on m'a accompagnée, qu'on m'a pas laissée seule avec mon bébé et qu'on m'a accompagnée dans les premiers soins pendant 2 mois. Et ça a vraiment sauvé le lien que j'ai maintenant avec mon fils qui a presque 3 ans. Et que ça va mieux. Mais c'est vraiment quelque chose de tabou, je trouve. Oui, puis si l'entourage vous veut du bien, il risque de chercher à banaliser ce qui vous arrive. C'est pas grave. Oui, c'est ça. Oui, ce qui n'est pas aidant pour vous. Alors, est-ce que justement dans les soins et dans le suivi que vous avez, on vous a aidé à mettre en
place des rituels ou des pensées pour vous protéger? Sur quoi vous avez travaillé? J'ai essayé de faire des thérapies comportementales, mais ça a été compliqué. J'ai pas vraiment trouvé de thérapeute. Donc moi, j'ai mon psychiatre que j'apprécie beaucoup, qui m'aide, mais j'ai pas. Donc là, en fait, ce que je vous disais dans le message que je vous avais laissé, c'est que j'ai pris contact avec une hypno-relaxologue. Ah oui, très bien. Voilà, et qu'on va essayer de travailler là-dessus par de la sophrologie ou des choses comme ça. Ou l'hypnose, ce serait bien. L'hypnose, j'aimerais beaucoup. Ouais, c'est pas facile à trouver comme les praticiens, mais là j'ai contact avec une praticienne et normalement je dois commencer dans le mois prochain. Donc voilà, j'essaie de trouver d'autres solutions. Tout ce que parce que comme dans toutes les phobies, et finalement c'est l'échange que j'avais juste avant vous avec Valérie. C'est que plus on veut éviter, plus ça s'aggrave. C'est ça. C'est comme un nœud coulant, ça se resserre de plus en plus. Ouais, je me suis pas mal reconnue c'est différent, mais c'est différent. Non, bien sûr. Mais sur le mécanisme, voilà, c'est juste, voilà. Donc, justement, plus on lutte contre le fait même d'avoir l'idée, voilà, en utilisant des compulsions mentales pour neutraliser les mauvaises pensées. Donc, plus finalement on renforce le mental. On travaille le mental à contrôler la pensée. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que me disait mon psychiatre. Il faudrait que j'essaie de lâcher prise sur ça, mais moi. Alors, peut-être que ce que vous pourriez aussi travailler quand vous verrez, la sophrologue ou un hypnothérapeute, c'est que de chercher à être sûr que vous n'avez pas pu faire de mal dans le passé. C'est-à-dire que vous regardiez qu'en fait ça n'a pas lieu, de bien comprendre que ça n'a pas lieu, parce que ça vous n'en êtes pas sûr. Ben, en fait, c'est complètement nul, mais la fois que j'en avais parlé, je sais que j'ai déjà un peu agressé un petit chat quand j'avais une dizaine d'années. Oui. Je l'ai pas fait grand mal, mais je l'ai mis dans j'ai fait toucher les pattes de l'eau, en fait, un bassin d'eau, et je lui ai fait toucher ses pattes et il n'était pas content du tout, quoi. Mais moi, Bien sûr, vous étiez une enfant, vous ne saviez pas. Voilà. Oui, bien sûr. Et je sais pas, pour moi, c'est lui avoir fait du mal, quoi. Et je garde un peu cette image comme si j'étais une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Oui, en fait, enfant, ça vous a rendu tellement malheureuse avec ce petit chat, et vous en êtes tellement voulu que sans doute ça a été le déclencheur. C'est-à-dire comme si vous aviez pu découvrir que vous étiez potentiellement mauvaise, on va dire. Alors que c'était de la méconnaissance d'enfant, tout simplement. Ouais, mais c'est cruel quand même, je trouve. Vous jugez, Karine, vous jugez une petite fille de 10 ans qui ne cherchait pas à être cruelle, qui faisait des expériences. Ouais, c'est vrai. On en voit plein des enfants jouer dans des fourmilières, embêter un chat, embêter un chien. Tant que le monde adulte n'apprend pas à un enfant de dire non, là tu vois, et met des mots pour que l'enfant comprenne qu'il n'est pas méchant. Vous pourriez faire un travail aussi, Karine, avec cette petite fille à l'intérieur de vous. Justement, la formidable maman que vous êtes, qui a réussi à créer un lien avec son enfant. Créez le lien à l'intérieur de vous, parce que cette petite fille, ce serait bien de lui pardonner. Là, vous vous rendez compte, vous me dites qu'elle est cruelle. Elle n'est pas cruelle, cette petite fille. Oui. Pardonnez-lui. Dites-lui qu'elle ne savait pas et que depuis elle a appris. Et que vous êtes là pour la protéger. Et qu'elle n'a rien de mauvais en elle. Et puis il y avait aussi la violence de mon père, quoi. J'avais un père très impulsif et très violent avec ma mère, pas avec ses enfants, heureusement, mais avec ma mère, ce qui est pas mieux. Donc moi j'ai vu des coups, et je sais pas si aussi cette violence-là, je pense qu'elle joue aussi dans la peur que j'ai d'être mauvaise aussi, quoi, d'être comme lui, ou d'être il y a vraiment toute une problématique. Oui, il y a toute une problématique où vous avez peur de reproduire. Or vous prenez conscience, ne serait-ce que dans le lien mère-enfant que vous décrivez, que vous êtes radicalement différente de votre papa.
Et que justement, le réel, c'est formidable, le réel. Connectez-vous au réel, à votre réalité. Vous n'êtes ni agressive, ni violente. Donc, vous n'êtes pas lui. Mais oui, bien sûr. Contraire, je crois. Au contraire, je suis un oui. peu trop, J'entends votre voix, oui. Je suis un peu trop gentille, je me laisse un peu trop faire, parce que justement, j'ai peur de moi. Oui, quoi. mais en fait, si vous voulez, comme vous avez une idée inconvenable, on va dire, qui vous vient à l'esprit, habituellement, voilà, ça arrive à presque, à tout le monde, mais on lui accorde pas d'importance. Il se trouve que vous, les images sont reliées à l'émotion de peur et elles sont cataloguées comme interdiction, mal, folie, danger, mort, et ça vous déclenche un signal d'alarme. Donc en fait, vous n'avez pas la bonne information, ça vient buter sur une information un peu incongrue qui est chargée d'émotions et de peur. Et donc elle n'est pas évacuée dans la sortie idée stupide ou erreur de triage. Oui, c'est ça. Du coup, elle est très présente dans votre conscient, elle devient inacceptable, redoutable. Triez-la. Triez-la. Vous exerciez vraiment une garde de triage. Mais ça va vous aider, Karine, et c'est une très bonne idée d'aller faire un travail sur vous. Bien sûr, c'est vraiment important. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Parce que j'ai de l'angoisse. Enfin, quand elle parle de crise d'angoisse, Valérie, je me reconnaissais parce que, en fait, moi, c'est toujours autour de la phobie d'impulsion. Et par exemple, quand je prends les transports en commun, j'ai peur de me mettre à crier, de me mettre à faire des choses complètement aberrantes. Oui. Et ça, c'est terrible. Mais oui, bien sûr. Et du coup, en plus, vous perdez la confiance en vous parce que vous doutez de votre capacité de discernement entre ce qui est réel et ce qui est une émotion. Et Karine, en fait, c'est ça que vous avez à apprendre. Vous avez à apprendre à discerner quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion dont vous ne savez quoi faire et que vous mettez dans votre mental comme une action. Oui, c'est ça. Parce que des fois, ça paraît tellement réel, comme si on allait craquer, quoi. Bien sûr, oui. Et puis ça vous épuise parce qu'à force de lutter toute seule, vous avez des défenses psychologiques qui s'amenuisent et donc vous êtes épuisé. Vous devez être épuisé psychiquement, en fait. Ouais, je suis vraiment fatiguée. Très fatiguée. J'ai des moments de craquage vraiment. Non, mais alors très bien que vous soyez suivi par un psychiatre avec lequel vous entendez bien, mais entreprenez une thérapie qui aura pour but de vous distancier de vos obsessions, parce que ce sont que des obsessions mentales qui ne sont pas réelles. Et puis, un peu comme avec Valérie, d'apprendre à trouver du calme sur le plan physique. Oui. Parce que toutes ces émotions vous agitent, et pour éviter les paniques et vraiment que ça monte en vous, ça passe par le corps. Oui, c'est vrai. Je m'en occupe pas assez du corps et du calme par le corps. Non, je fais rien de... Oui. Parce que j'imagine, il n'y a pas, il n'y a pas de risque de passage à l'acte parce que votre problème. C'est ce que j'ai toujours entendu, mais quand même, ça m'a pas guéri. Non, ça vous a pas guéri parce que votre problème, c'est pas d'attribuer un sens au contenu ni un lien affectif avec une personne qui serait l'objet de vos idées. C'est seulement la valeur choquante et perverse de l'image qui devrait même pas vous effleurer l'esprit. Donc vous en voulez de l'image. C'est ça. C'est exactement ça. Oui. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle, vous êtes victime d'une distorsion cognitive inconsciente. C'est une distorsion cognitive, c'est une distorsion de connaissance qui apparaît inconsciemment en fait. Donc la connaissance que vous avez du réel est distordue en fait. Ça ne connecte pas avec votre réel. Alors, en fait, vous avez pourtant tout ce qu'il faut, Karine. Voilà, vous êtes une maman, vous avez peut-être, je sais pas, un métier, en tout cas une vie. Voilà, donc vous avez toutes les bases et vous avez du discernement et de la conscience. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour neutraliser ce besoin d'obéir à cet ordre. Et vous n'avez pas perdu le contact avec la réalité parce que vous savez par ailleurs qui vous êtes. Oui, mais en fait, c'est peut-être aussi parce que, c'est sur un terrain bipolaire, donc ayant fait des crises délirantes, peut-être que j'ai aussi peur à cause de ça. Bien sûr.
Bien parce sûr. que j'ai déjà perdu complètement le contrôle avec la réalité, sans jamais avoir été violente. Hein. Bien sûr. Mais, Vous voyez, c'est touchant parce que vous me le précisez, Karine. Oui, Hein? j'ai toujours l'impression de devoir me justifier. Ben oui, hein, parce qu'en fait... Même à Quentin... Ouais. Oui, parce que vos obsessions, elles vous paraissent pas réelles, elles vous paraissent c'est monstrueuses. Ouais. Et donc, en fait, votre angoisse, c'est de devenir un monstre. Ouais. C'est pas l'obsession en tant que telle, c'est ce que vous pourriez être qui est angoissant pour vous. Et comme vous avez fait, voilà, dans la bipolarité, une certaine expérience émotionnelle, ça a renforcé votre croyance. C'est là où le lien est là. Oui, tout à fait. Oui, je comprends. C'est tout ça qui a entraîné... Oui, parce que vous voyez, comme il y a une perception entre la limite du possible et de l'impossible, ça se confond en vous, parce que vous avez une grande agitation mentale qui vous procure ces obsessions. Donc la limite, la perception, elle est trop mince maintenant. Elle se confond. Vous percevez plus entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Vous devez vraiment être aidé, hein, c'est vraiment important. Ah oui, parce que j'ai eu besoin d'être aidée, notamment quand je suis tombée enceinte, parce que sinon, honnêtement, je serais plus là. Si on m'avait pas aidée, j'aurais pas supporté d'avoir ces idées et de. Ouais, honnêtement. Oui. Et alors, les thérapies qui vont le mieux fonctionner là sur la phobie d'impulsion, c'est tous celles qui vont viser à regarder les automatismes de pensée. En fait, pour vous restructurer votre organisation cognitive en apprenant des nouveaux comportements. Donc, vous allez devoir faire des nouveaux apprentissages. Donc, une hypnorelaxologue, c'est une bonne idée. Oui, alors il y a une Marie qui envoie un message en disant, mais alors je sais pas si vous êtes à Paris. Oui, je suis près de Paris. D'accord. Bah alors, je vous donnerai les coordonnées de Marie parce qu'elle a l'air de connaître quelqu'un, un médecin qui traite de ces phobies-là à Paris. Donc, je vous donnerai ses coordonnées. Il y a Nat qui dit merci à cette auditrice d'aborder cette phobie qu'il m'arrive d'avoir avec des très proches. Je pensais être seule. Ouais, Aurore qui dit ça m'est arrivé rarement, mais c'est très troublant. Ouais, c'est assez horrible. Ouais. Oui. Ça a été difficile d'en parler, je vous avoue. Bien sûr, mais merci Karine, parce que vous faites du bien aussi aux auditeurs en le faisant. Et j'en profite d'ailleurs de dire à tous les auditeurs, voilà, quand vous sentez comme ça seul et isolé dans la honte, la culpabilité, venez en parler sur cette antenne, dans la libre antenne, parce que c'est très aidant pour tous ceux qui vous écoutent. Et déjà vous sentez bien entendu moins seul, mais aussi tous les auditeurs. Oui, tant mieux, parce que c'est vraiment... Et surtout, ça vous permet, votre témoignage ce soir, et c'est vraiment un premier pas très important, Karine, que vous venez de franchir, c'est que vous acceptez d'être victime d'obsessions mentales qui ne sont pas vous, et donc ça veut dire que ça y est, vous êtes prête à vous en libérer. Vous avez déjà franchi un premier pas, parce que vous comprenez que vous êtes dans une obsession mentale qui n'est pas vraiment vous, ça vous savez nous le dire là ce soir, et donc vous avez franchi un premier pas. Merci. Oui, merci à vous, voilà, de votre courage. Et c'est important parce que c'est important de ne pas rester seul avec justement une pathologie qui isole énormément. Parce qu'on a beau lire sur Internet, des fois on lit des choses un peu aberrantes. Un père qui disait est-ce que je dois laisser mon enfant avec ma femme qui a des phobies d'impulsion est-ce qu'il est en danger, etc. Et moi, lire ces choses-là, ça me mettait dans un état... Mais oui, bien sûr, ça va juste rencontrer votre peur. Est-ce que vous prenez aussi tout ce qui est des relaxants, enfin des infusions, des plantes? Moi, j'ai surtout des anxiolytiques chimiques, des choses comme ça. J'avoue que j'ai un traitement assez lourd. Mais voilà, il n'y a que comme ça que j'y arrive. Et vous avez, alors je ne sais pas quel est votre métier, mais secrétaire médical. Ouais. Et vous êtes par ailleurs, je ne sais pas, dans vos hobbies un peu créatives ou
est-ce que vous pourriez avoir une activité comme ça avec... Pas trop, mais faudrait que j'aime bien dessiner, j'aime bien écrire. Ok. Mais, ça, ce serait bien ce serait bien si vous pouvez vous inscrire à un atelier peinture ou écriture, parce que ça va offrir un cadre de discipline à votre cerveau différent. Ouais. Et donc, comme il y aura un intérêt instructif, ça va donner une fonction d'apprentissage à votre cerveau qui va rééduquer vos pensées. D'accord. Mais vos pensées vont être mobilisées par une activité créative, et donc lui va connecter, on le sait aujourd'hui maintenant avec les connexions neuronales en neurosciences, on peut rééduquer très très bien nos cerveaux pour créer des nouvelles connexions. Et vous, typiquement dans le mode mental, c'est créer des nouvelles connexions. D'accord. Donc tout ce qui développe votre curiosité avec passion, ça va aider les obsessions à être moins fréquentes. D'accord. Et puis oser, je sais pas, vous pouvez parler un peu avec vos proches. Moi, il y a mon compagnon. Oui. Et heureusement qu'il est là aussi, parce qu'il a toujours tout compris, peut-être pas, mais je veux dire, en tout cas, toujours soutenu. Il a accepté que je parte 2 mois avec le bébé. Voilà, il a toujours très bien. Là. Plus on va avoir confiance en vous, plus ça va vous aider, bien sûr. Et il a vraiment confiance. Il me laisse avec le petit depuis le début et il n'a jamais eu peur. Et c'est hyper important pour moi, quoi. Ouais. Vous pourriez regarder aussi, Karine, un gestalt, elle est en gestalt thérapie, parce qu'il y a du sensoriel. Mais l'hypnose, c'est une bonne indication parce qu'il faut que vous puissiez visualiser pour vous distancer. Et que du coup, l'hypnose va vous aider. Mais ce sera important de travailler dans la durée, un petit peu. Oui. Oui, de toute façon, c'était un peu le projet. Oui. Bon courage à vous, vraiment merci Karine pour votre appel. D'accord, et du coup je reste en ligne pour les coordonnées. Oui, alors je vois un message qui arrive là pendant qu'on est encore ensemble, Karine. Il y a un auditeur qui demande, alors je vais vous laisser répondre, c'est vous qui allez répondre. Est-ce que le fait d'imaginer faire nous-mêmes certaines actions comme se jeter dans un puits quand on est devant, sauter dans l'eau, dans un port, fait partie de ces phobies d'impulsion? Oui, parce que j'en ai aussi. Mais oui, devant les trains, je supporte pas les trains, les gares, moi. Mais oui, parce que tout d'un coup on est comme happé et ça fait peur d'imaginer qu'on pourrait le faire. Ouais. Tout à fait, oui. Et cet auditrice dit ça m'arrive de temps en temps, c'est très effrayant. Oui, c'est très effrayant. Mais c'est très effrayant de l'idée qu'on se fait d'avoir pu avoir de telles pensées. Encore une fois, attention. C'est pas la pensée en tant que telle qu'on a tous par moments des pensées, mais on se rend coupable d'avoir cette pensée-là et ça nous effraie qu'on puisse imaginer avoir eu ce type de pensée. Donc c'est encore une fois, c'est la petite gare de triage là, pour reprendre l'image de la gare. Bon courage à vous, Karine. Merci encore de nous avoir appelés ce soir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Elsa. Bonsoir Sophie. Merci. Je vous appelle. Alors, je suis ravie de vous avoir parce que la situation a mis un peu en échec ma psy parce qu'elle m'a dit qu'après que je lui ai expliqué qu'elle était perdue et qu'elle ne voyait pas comment faire, à savoir que j'ai un ami depuis 25 ans, moi j'ai la cinquantaine, il a 82 ans, et qui présente tous les signes de la personnalité borderline. Donc avec des conflits, de la violence, puis parfois quand même de la tendresse, de la douceur. Et là il y a eu une dispute pas très grave, mais qui a un petit peu dégénéré par la suite. Donc on est dans une période où je dis ok, vous me rappellerez quand ça ira mieux. Je dis parce que moi je peux rien faire pour vous. J'avais dit une fois qu'on n'était pas toujours ni complètement responsable des émotions qu'on déclenchait chez les autres. Mais lui, il n'a jamais aucune responsabilité dans rien. C'est les autres qui ont tort, qui ont mal fait, qui sont mal élevés, qui sont pas respectueux, et puis qui le prennent pour un con. Donc là, l'idée c'est que j'expliquais à la psy que j'avais pas envie de l'abandonner. Parce que je sais la souffrance que ça provoque chez lui, et si on peut s'économiser ça m'arrange aussi. Mais ça veut dire qu'il est important pour vous aussi. Oui, voilà. C'est ça qui compte. Je l'ai vu plus tard parce que jusqu'à maintenant, les ruptures, ça ne me posait aucun problème. J'oubliais rapidement, ce qui fait que du coup, j'étais pas rancunière et que quand on se recroisait par hasard, on reprenait contact et que j'avais oublié. Mais par contre, il ne me manquait pas à l'époque. Mais ça a toujours été comme ça ou c'est en vieillissant petit à petit que son caractère a changé ? C'est-à-dire que dans son travail, il était dans un poste où il y a beaucoup de toute puissance, donc ça se passait moins mal.
Mais les blessures s'accumulaient quand même, mais il avait cette reconnaissance, ce regard, cette aura même à ce poste-là qui faisait que c'était moins pire. Mais déjà, quand même, à l'époque, il y a des soirées où on discutait, il me disait ça allait pas, je sais plus pour qui ou pourquoi, mais c'était je vais me bourrer la gueule. Et je disais non mais je viens alors. Puis en insistant, je venais, et puis après il me disait c'est quand même vachement sympa finalement quand quelqu'un est près de toi, tout de suite ça change tout. Donc bon, il y avait quand même des choses, mais c'était, disons que je le connaissais moins, je connaissais pas les personnes à qui il en veut tout le temps maintenant de pas être ce qu'il voudrait qu'il soit. Ça s'est aggravé parce que je le connais mieux et qu'on a plus de choses en commun. Parce que maintenant, en fait, il dénigre tout le monde. Oui, il a deux prédilections, c'est surtout pour son fils, un peu pour moi parfois. À savoir que de toute manière, si les voisins partent en vacances, lui, il partait pas en vacances. Donc, pourquoi ils partent? Et puis surtout, si c'est une vendeuse qui est pas dans le magasin un mercredi, c'est monstrueux, ça se fait pas. Si elle n'est pas présente à son travail un mercredi, si je lui dis que la tête des enfants et qu'elle s'en occupe, il n'y a rien à faire, non, ça va pas. Non, il en veut à la terre entière, il est très en colère parce qu'il est surtout très en colère contre lui. Voilà. En fait, une fois, j'avais demandé l'estime de lui, à combien il l'évaluait. Donc, il m'avait dit, professionnellement, 8. Je lui ai dit, oui, même 9 ou 10, là, je me fais pas de soucis. Puis, j'attendais la suite en espérant ne pas avoir à lui demander parce que j'aurais pas osé poser la question. Et il m'a dit, et puis, sur le plan personnel, pas beaucoup, en tout cas pas la moyenne. Et pourtant, professionnellement, c'est une grande partie du plan personnel puisque ce sont nos compétences et nos capacités. Comment se fait-il qu'il l'est? Voilà. C'est vrai que moi aussi, je lui dis parfois quand on parle, pas de lui directement, mais d'autres exemples, que la capacité technique d'une personne ne fait pas la qualité humaine de la personne. Ou pas entièrement, pas suffisamment. Oui, certes. Mais est-ce qu'il s'agissait simplement d'une capacité technique sur le plan professionnel? Oui, plutôt, oui. D'accord. Alors, Elsa, qu'est-ce que vous voudriez résoudre? Parce que si vous appelez, c'est que vous avez envie de résoudre quelque chose dans cette relation. C'est-à-dire que j'aimerais garder une relation qui lui permette de ne pas souffrir de l'absence, de l'abandon, mais pour autant pas me sacrifier. Parce que alors les derniers essais, bon an, mal an, ça allait à peu près ces derniers temps. On s'est rapprochés parce qu'il y a eu un accident cardiaque, donc j'étais la seule personne qui pouvait aider, notamment pour les recherches d'aide, pour le retour à domicile, etc. Il est seul, il n'a plus de famille, il a son fils, donc c'est ça? Oui, mais bon, son fils est loin, et son fils me disait c'est la seule personne qui arrive à me mettre en colère. Parce que comme il lui en veut d'être parti vivre avec sa mère quelques années après le divorce, il me dit je l'ai plus revu. De toute manière, sa mère et ma belle-mère l'ont monté contre moi. Et puis bon, une fois, j'ai quand même dit qu'à lui tout seul, il avait fait largement assez pour que son fils ait des difficultés relationnelles avec lui. Mais non, c'est pas de sa faute. Il a tout fait. Mais oui, mais si vous lui renvoyez quelque chose sur lequel il ne veut pas prendre la responsabilité parce qu'il aurait trop peur de se sentir coupable, ça va créer des conflits entre vous parce qu'il est pas dans la capacité de vous entendre là-dessus et d'accueillir ça. Vous, en fait, vous souhaiteriez trouver le bon équilibre dans cette relation, c'est ça, Elsa? Ouais. En quoi il est important pour vous, cet homme? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qui compte pour vous? C'est vrai que pendant 10 ans, j'ai été empoisonnée par un médicament que je prenais ponctuellement, mais voilà, ça m'a conduit dans les hôpitaux à longueur d'année et en arrêt de travail. Et il était la seule personne qui était proche de moi. C'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu le plus. Et moi, de mon côté, comme j'étais diminuée, et puis bon, en fait, le traitement qui me rendait malade donnait des crises d'angoisse, donc on m'a mis dans la main toutes les pilules psychiatriques qui existent sur la planète. J'en avais une dizaine matin, midi et soir. J'ai été droguée, gravement droguée. Le sevrage a été difficile quand on s'est aperçu qu'il suffisait de tout arrêter pour que ça passe. Et voilà, les week-ends, je ne serais pas sortie s'il n'avait pas été là. Les visites, les appels. Bon, il était déjà retraité, ce qui fait que c'est aussi quelqu'un. Moi, je travaille en horaire décalé, donc je peux pas voir mes amis le week-end ni leur parler. Je suis disponible dans la journée, en semaine, la plupart du temps. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait plus de distance. L'accident nous a rapprochés. Après, lui, il a voulu vivre seul alors qu'on m'avait demandé d'aller chez lui, mais il supportait pas.
Donc, voilà, la distance est restée un petit peu. Puis il y a eu un jour où il m'a dit à demain au téléphone. Et je me suis dit, non, pas ça, pas encore. Et puis le lendemain, je me suis dit, si j'appelle à midi, c'est bien, parce que là, il va me parler de ce qu'il va faire, de ses projets. C'est mieux que le soir où il me parle de ce qu'il a fait et où en fait tout s'est mal passé, c'est de la faute des autres. C'est une bonne idée. Ouais. Seulement, du coup, il m'appelait le soir. Oui, mais du coup, alors... Donc ça faisait 2 fois. Ah oui. Et pour vous dire que finalement, ça s'était mal passé. Forcément. Oui, forcément. Donc, du coup, je me suis dit, ok, pour le soir. J'ai juste mis une limite à l'heure parce que moi, en fin de journée, j'aime bien être tranquille, sinon je dors pas. Si le moindre stress, en soirée, ça va pas. Et en fait, c'est vrai qu'un jour, il y a pas longtemps encore, vous avez parlé d'accueil, ça avait pas fait tilt avant, mais je me suis dit, tiens, c'est super, c'est exactement ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que je lui dis jamais le contraire de ce qu'il pense, je lui dis pas non plus que je suis d'accord parce que parfois c'est dangereux, notamment quand c'est des questions de santé, il a aucune notion, il a des inventions, des idées géniales, des croyances qui font qu'il se met en danger. Donc là, je pose des questions. Est-ce que vous pourriez pas demander au médecin? Ça serait peut-être plus prudent, alors que je sais que c'est pas possible de faire les mélanges qu'il peut faire. Et malgré ça, je suis pas à 100% quand même, forcément. J'arrive pas à 100% quand il me dit « Oh, mon ami, il est radin, sa cuisine, elle est dégueulasse. J'avais tellement la nausée de manger là que j'ai pas mangé. » Et moi, il y a 10 ans, la cuisine, j'ai encore vu, elle était correcte. Et il était visiblement le seul par tous les amis à qui ça pose un problème. Et ça, c'est son obsession de l'hygiène, de la désinfection et tout ça. Parce que c'est comme lui se sent... laid, moche, pas sale même, donc du coup il faut qu'il nettoie tout. D'accord. La question c'est qu'est-ce que ça vous fait à vous, Elsa? Au bout d'un moment, c'est pas juste. Là, par rapport à son fils, un jour, je lui ai dit, moi, vous me dégoûtez de vous quand j'entends des choses aussi cruelles, immondes, fausses. Bon, après, je peux pas lui dire que c'est faux, parce que là, je suis un menteur. Alors déjà, si je lui dis... Donc vous voudriez avoir raison avec lui, un peu, de temps en temps. Vous en avez assez qu'il ait raison sur tout et qu'il soit dans ses croyances. Vous aimeriez qu'il y ait plus d'équilibre entre vos croyances et les siennes. Oui, c'est sûr. Dans l'idéal, oui. Maintenant, je sais que c'est pas possible. Donc, j'essaie. Oui, mais en quoi c'est important pour vous d'avoir raison par rapport à lui? Parce que peut-être, alors certes, l'accueil, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est mais quelle est votre intention? Quand vous êtes en contact avec lui au téléphone, que vous l'écoutez, que vous connaissez, j'allais dire presque par cœur ce qu'il va vous dire, quelle est l'intention profonde, pas l'intention qu'on passe le coup de fil, bien sûr, vous allez me dire c'est de rester en contact, mais profondément, votre intention envers lui, l'intention que vous, Elsa, avez. Je m'étais dit que mon souhait, c'était qu'il ait une fin de vie la plus douce possible. Oui. Et que donc, forcément, il fallait pas que je lui dise quoi que ce soit. Parce que lui, il est arrivé que des gens lui disent je ne suis pas d'accord, pas plus fort que ça. Là, ils ont failli se battre. Il a fallu qu'on s'enfuit. Oui, mais peut-être des personnes qui ne le respectent pas forcément. Si vous dites calmement. À la limite, plus il les respecte, moins il supporte. Parce s'il les estime, ça veut dire qu'il les place au-dessus de lui. Et donc, si la personne, pour lui, manifester un désaccord, ou même une imperfection en lui, c'est une honte. Oui, mais vous savez, s'il met les gens sur des piédestals, forcément, il va se retrouver être regardé de haut. Quand on met quelqu'un sur un piédestal, il vous regarde de haut. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il les met sur des piédestals? Mais bon, ça lui appartient. Moi, je reprends votre intention. Il met sur un piédestal, et puis justement, parce que dans le but d'être et après, il en veut. Oui, mais après, il en veut à la personne. Parce que ça marche pas. Ça marche pas comme ça marche pas puisqu'il est regardé de haut, donc il sent rabaissé puisqu'il a mis l'autre sur un piédestal. Si l'autre a plus de valeur que lui, ça veut dire qu'il n'en a pas. Et il devient furieux et il en veut à l'autre de dire comment ça, j'ai pas de valeur. Et donc on finit forcément au conflit dans ces cas-là. Il crée lui-même son propre piège. Mais mais ça on ne peut pas lui faire entendre que s'il idéalise quelqu'un, il ne sera pas toujours idéalisé en retour. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça avec lui, ça ne termine pas bien non plus. Non mais Elsa, ne cherchez pas à le changer parce que je sens que c'est ça quand même que vous aimeriez un peu faire. Et ça va pas marcher. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous, dans votre façon d'être avec lui, tranquille, en étant qui vous êtes, avec votre très belle intention de dire moi j'ai envie d'être là pour sa fin de vie, et donc voilà, c'est un compagnon dans ma vie et j'ai envie d'être là pour lui. Ça, ne serait-ce que ça, c'est ce projet-là qui compte. Après, le projet d'avoir raison, ça c'est de l'ego. En quoi c'est important pour vous après tout? Et si vous le laissiez avoir raison?
Oui, alors à un moment donné, c'est vrai que je me suis aperçue que j'avais très peur, parce que simplement, à force d'embêter tout le monde comme ça, et d'avoir cette attitude avec tout le monde, je me suis dit à un moment donné, il va se retrouver qu'avec moi. Oui. Et on m'a déjà dit, il n'y a que toi qui le supportes, ou il finira seul, il mourra seul. Quand il a eu l'accident, les médecins m'ont dit, est-ce que vous voulez bien venir habiter chez lui? Je lui ai dit, bien sûr que non. On m'a dit, est-ce que vous voulez pas déménager plus près? Non, pour me retrouver à 100 km de mon travail en Île-de-France, non. Donc, tout ça, d'accord. Mais du coup, je craignais qu'il soit abandonné de tous. Là, il y en a 2 de ses voisins qui sont adorables. Ça fait 10-15 ans qu'ils sont voisins. Ça se passait plutôt bien. Et puis, là, il n'y en a plus aucun des 2 qui lui parle. C'est des couples, donc aucun des 4 qui lui parle. Et si vous alliez vous parler aux voisins pour qu'ils lâchent un peu tous ces combats de chapelle? Écoutez, ils ont lâché pendant 15 ans et là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder. Est-ce qu'il est vraiment désagréable? Il est tellement médisant. Il a conscience qu'il s'isole. Alors peut-être qu'il ne veut plus que vous dans son entourage et qu'il fait le vide. Hein. C'est possible, même inconsciemment. Hein. Ça lui fait du bien quand même de partir voir des amis de temps en temps. C'est des gens avec qui il a fait la guerre. Il y en a la moitié qui sont morts, l'autre moitié qui sont malades. La dernière fois, il était hyper content parce qu'il s'est senti indispensable parce que les autres étaient plus malades que lui. Et est-ce qu'il a conscience de comme ça, de faire le vide autour de lui, d'être désagréable? Ah non, c'est les autres qui sont fous. Oui, mais il y a une réalité. Il y a que les voisins il y a toujours avec lesquels... quelqu'un qui vient prendre la place. C'est un de perdu, un de retrouvé quand même. Ah bon, alors du coup, il est... Donc vous pouvez lui faire confiance. Il en perd, mais il en retrouve. Ouais. Bon, les derniers qu'il a retrouvés, c'était il y a 5 ans quand même. Et, vous avez l'air d'être très inquiète pour lui, en fait. Oui. En fait, c'est ça que j'entends quand... Ce que ça vous fait à vous, c'est que vous êtes très inquiète et vous voudriez que les choses se passent autrement avec lui et pour lui. Vous avez beaucoup de projets envers lui. Presque, vous aimeriez qu'il soit un peu différent. Oui, dans l'absolu, ce serait évident. Mais non. Oui, j'entends bien. De toute manière, non, mais par contre, en étant... ne serait-ce qu'évoluer, c'est trop tard et ça n'a jamais été le cas avant. Mais il peut tout à fait évoluer dans la relation avec vous si vous restez bien chez vous. Quand je dis bien chez vous, en étant connecté à l'être que vous êtes et pas sur lui. Si quand vous êtes avec lui au téléphone, que vous voyez toute votre attention est sur lui, sur la façon dont il va se comporter, vous êtes déjà inquiète de la réponse qu'il va vous donner, vous êtes déjà un peu stressé de dire oh non, zut, encore ce genre de réponse, encore ce genre de réflexion. Ça veut dire que vous êtes tout entière dans son énergie à lui, complètement captée par lui et dans ses idées à lui. Il peut rien prendre de vous. Du coup, il n'y a pas d'espace. Montrez-vous, Elsa. Il prend lui, c'est pas... Il laisse rien à l'autre, il prend tout. C'est-à-dire que, comme disaient les voisins, il ne supporte pas qu'on ne soit pas dépendant de lui. Il est hyper envahissant. Alors, dans les dernières conversations, comme moi je me disais, ok, pas de commentaires négatifs, donc il déversait, ça montait. Mais pourquoi vous le laissez, Elsa? Mettez des limites. Et voilà. Alors là, le problème, c'est que si je dis stop, c'est la colère. Mais pas stop comme ça. Vous formulez en disant que ça fait X minutes que il déverse sa mauvaise humeur ou sa colère et que voilà, c'est 10 minutes qui suffisent à elle seule, voilà, et que ce sera pas 2, 3, 10 de plus. D'accord. Comme un peu un enfant, cadrez-le. Tout à fait. N'interdisez rien, parce que ça sert à rien, et ça vous l'avez bien compris. Mais cadrez-le, ça va l'aider, parce que sinon c'est sans fin. Et puis surtout, c'est très anxiogène pour lui. Oui. Ce qui va, là où vous allez le plus l'aider, dans ce que je comprends, c'est en le cadrant. Donc, et cadrer, ça va être vous-même, Elsa. C'est pas avoir raison. Être vous-même, c'est pas j'ai raison, il a tort. Ça, vous savez, la réalité de chacun, elle est différente. Et chacun a raison de croire ce qu'il croit et de penser ce qu'il pense. Donc, ça appartient à chaque individu. En revanche, là où vous avez un rôle formidable à jouer, c'est d'être là avec tout votre être, c'est-à-dire de vous imposer, alors de vous imposer tout doucement, mais d'être vraiment bien là dans vos besoins à vous. C'est-à-dire que vous, votre besoin, Elsa, c'est pas de l'entendre pendant 20 ou 25 minutes,
ça vous enlève de l'énergie, ça vous fatigue, ça vous désole, ça vous décourage et vous l'aimez bien. Donc ça n'a pas une bonne fonction et ça n'en a pas non plus une bonne pour lui. Parce que vous croyez lui dire ça va lui faire du bien, il va déverser sa colère, allez, je peux bien faire ça, je peux l'écouter. C'est du perdant-perdant. Oui, pour tous les deux. D'autant que pour lui, du coup, il a plus aucune limite et il repousse. Et jusqu'au moment où je suis obligée de lui dire, quand même, là, peut-être que c'est pas tout à fait comme ça. Et puis, forcément, ça lui plaît pas. Oui, parce que du coup, vous êtes sur le contenu au lieu d'être sur la forme. Quand on cherche à faire bouger une relation, c'est pas sur le contenu, parce que tout ce qu'on peut se dire, mais c'est sur la forme qu'elle prend. Alors la forme, c'est plein de choses. C'est le verbal, le non-verbal aussi, donc le cadre aussi, le cadre de la relation. C'est dire par exemple d'entrée de jeu, je ne sais pas si c'est vous qui appelez ou lui qui appelle, peu importe, de dire tiens là ce soir je n'ai que 10 minutes par exemple, donc vous cadrez. Ah oui, mais ça il craque un peu. Hein. Oui, mais c'est vous faire respecter, Elsa. Oui. Non, parce que sinon c'est un petit. Le soir pour pas déborder sur ma nuit. Oui, mais il va vous apprendre ça. Il est là pour vous apprendre ça. Parce que ça vous servira dans plein d'autres relations dans la vie, Elsa. Oui. Mais c'est vrai que lui c'est particulier parce que je sais déjà ce qu'il dit des autres. C'est il a jamais le temps, il peut pas me parler. Et vous avez peur qu'il dise ça de vous? Oui. Je pense. Mais alors ça vous appartient. On arrive tout de suite à ce genre de conflit. Vous voyez, c'est ça. Là, on est vraiment sur le point le plus important. C'est que derrière tout ce que vous venez de dire, vous avez la peur qu'un jour, de le décevoir, qu'il puisse dire du mal de vous, qu'il passe sa haine sur vous, comme vous le connaissez en mode méchant. C'est ça que vous craignez. Donc, en fait, imaginez que vous ayez un dragon et vous dites, oui, mais moi, je suis une petite fille drôlement maline, je sais éteindre le feu du dragon ou m'arranger pour qu'il ne crache pas dessus. Sauf que vous avez quand même la trouille parce que c'est un dragon. Alors, c'est pas un dragon. Ce qui marche, c'est de lui parler comme si j'étais un enfant qui parlait à un enfant. Et oui, mais Elsa, du coup, vous n'êtes plus vous-même. Et là, voilà, à un moment donné, ça me convenait tout à fait. J'avais des choses à revivre, très bien. D'accord. Mais ça va vous peser maintenant. Oui, à un moment donné, ça va plus. Reprenez votre place, Elsa. Votre place à vous, tout en douceur. Considérez que, oui, peut-être c'est un dragon, mais c'est pas un mauvais dragon. C'est par moment, il crache du feu. Au moment où il crache du feu, de lui dire non, parce que là, j'ai juste pas envie de recevoir le feu. Donc stop. Alors pas stop comme ça, bien sûr, mais c'est-à-dire de mettre une limite. Mais pas de lui renvoyer, c'est pas possible, pas de lui en vouloir d'être ce qu'il est, parce que ça, il peut pas le changer. Et ça, non, en plus, je le comprends très bien, puis il est hypersensible, et puis moi, je suis hypersensible aussi, vous donc avez même raison, si c'est Elsa. pas les mêmes réactions qu'on a, je pense que c'est pour ça aussi que, comme on dit, certains, je le supporte, parce que je comprends très bien. Ouais. Il y a deux parties dans votre relation, enfin dans le ressenti de votre relation avec lui. Il y a une partie qui est faite de peur et il y a une partie qui est faite d'amour. Misez tout sur l'amour, lâchez la peur. Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, au plus pur sens du terme, et lui aussi est sans doute un grand sensible et vous êtes très importante dans sa vie et c'est très beau la relation que vous avez. La peur ne vous sert à rien. C'est-à-dire que le problème c'est qu'il a besoin de convaincre. Laissez-le. Oui, mais alors tant qu'on ne le fait pas, il harcèle et puis il s'énerve et puis il agresse et puis c'est pour ça que son fils me disait c'est la seule personne qui arrive à me mettre en colère. C'est vrai qu'à un moment donné, au secours. Qu'est-ce qu'on fait avec Vous avez des enfants, Elsa ? Non, je me suis beaucoup occupée d'enfants. Très bien, voilà. Donc voilà, très bien. Alors servez-vous d'un enfant. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui veut toujours avoir raison ? On lui fait pas entendre raison. Ça marche pas. Mais d'un autre côté, aller jusqu'à lui dire qu'il a raison. Non, justement pas. Donc, de lui dire juste que vous n'êtes pas d'accord et que c'est votre droit, de la même façon que lui a le droit de penser ce qu'il pense. J'ai le droit. Oui, mon ex-femme, elle disait ça aussi, cette garce. Oui, son ex-femme, c'était son ex-femme. Elsa, c'est Elsa. Remettez les points sur les i. Remettez du factuel. Cadrez la relation. D'accord. J'ai le droit de penser ce que je pense, vous avez le droit. D'accord, je vais travailler tout de suite. Bonne chance à vous, Elsa. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Bonne nuit. Et bonne nuit à
toutes et à tous. Demain soir, c'est Caroline Veil qui vous retrouvera à ce micro, ainsi que le week-end prochain. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club, Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. Prenez soin de vous.